Le sujet de ce soir, les artisans du futur. Dès qu'on utilise le terme artisan, il semble que ce sont des gens qui font les choses avec leurs mains, avec leur âme, avec leur potentiel, avec leur capacité très personnelle. Deux artisans en menuiserie vont faire des meubles, pas tout à fait de la même façon. Deux artisans en céramique vont faire des pots, mais pas tout à fait de la même façon. Les artisans du futur, si je me base sur le passé, ont souvent été dans le passé des hommes, des humains, ordinaires, très simples, pas des superstars. Noé, qui a été épargné d'un déluge, c'était un type comme tout le monde. Lot, qui a été épargné des destructions de Sodome et Gomorrhe, c'est encore une fois un type ordinaire. On dit un juste, mais en dehors du fait qu'il est juste, c'est un bonhomme qui gagnait sa vie comme tout le monde. Et le Christ qui est venu sur la terre est issu d'une famille, encore une fois, ordinaire. Alors les artisans du futur, ceux sur lesquels le monde de demain va se développer, va surexister aux événements, sont probablement des gens ordinaires. Qu'en pensez-vous, Bernard, de Montréal? Bob. Si on veut parler des artisans du futur, de l'homme de demain, il faut avoir un point de vue. Il faut connaître un point de vue qui permettra à ces hommes de s'actualiser, de s'exécuter sur le plan matériel. Et on est obligé de prendre le point de vue de la fin du cycle. On est obligé d'expliquer un peu la fin du cycle pour faire comprendre comment ces hommes, ces artisans du futur, pourront œuvrer et de quelles sources d'énergie ils se serviront et comment ils opéreront sur le plan humain et sur le plan de l'intelligence. Alors il faut à un certain moment faire descendre le voile qui sépare la civilisation moderne, la 5e sous-race de l'humanité, et regarder derrière le voile où prend naissance une nouvelle civilisation, une 6e race, et comprendre les événements de la scission de la première période contre la deuxième. Qu'est-ce qui se produit? Lorsque le cycle va se terminer sur le globe, il sera essentiel pour l'humanité, pour l'évolution de l'homme, qu'il y ait une perturbation en profondeur. Une perturbation qui permettra l'ouverture de nouveaux centres d'énergie dans l'homme. Et ces nouveaux centres d'énergie seront les canaux par lesquels passeront une énergie nouvelle que l'homme ne connaît pas aujourd'hui, qui ne fait pas partie de notre évolution. Et c'est de cette énergie que ces artisans se serviront pour créer. Maintenant, lorsqu'un cycle arrive à sa fin, que ce soit la fin de l'Atlantide, ou que ce soit la fin de la Lémurie, ou que ce soit la fin de la 5e sous-race de l'homme, la perturbation, elle est d'ordre cosmique, c'est-à-dire que elle est conditionnée par des facteurs qui sont cosmiques, qui sont au-delà du rationnel, qui sont au-delà du probable, mais qui font partie d'une certitude catégorique causée ou mise en vigueur par la relation qui existe entre le monde matériel et le monde invisible. L'homme aujourd'hui, dans notre civilisation contemporaine, n'est pas
en contact ou n'est pas au courant ou ne connaît pas le monde invisible. De sorte que l'homme n'a pas conscience qu'il existe dans l'univers différents plans d'énergie et d'intelligence. Et que l'univers est subdivisé en paliers hiérarchiques qui dominent effectivement et en fin de compte l'évolution globale de la planète Terre. Et lorsque vient le temps pour que l'homme ait accès à un nouveau plan d'évolution, à une nouvelle énergie, il doit vivre ce qu'on peut appeler une mutation. Et c'est dans le cadre de la mutation que on peut comprendre l'exécution créative des hommes de la sixième race ou de ces artisans de l'avenir. Mais pour comprendre la mutation, il faut la comprendre d'un point de vue qui n'est pas personnel, c'est-à-dire d'un point de vue qui est imposé à l'homme par certains moyens et qui lui permettent de reconnaître que lorsque le temps est venu pour qu'une civilisation passe d'un stage à un autre, les forces de l'invisible doivent effectivement se matérialiser. C'est-à-dire que l'homme doit en prendre conscience. Et lorsque l'homme prend conscience de ces forces-là, de ces intelligences, de ces puissances, automatiquement sa psychologie s'altère. Et il se produit en lui une mutation, c'est-à-dire que les vibrations naturelles de ses neurones changent et automatiquement il a accès à une plus grande capacité d'absorber l'énergie de ses intelligences pour pouvoir plus facilement s'intégrer à leur plan d'évolution qui est en dehors de la matière et qui n'est pas soumis aux lois de la matière et travailler avec ses intelligences pour qu'ils puissent bénéficier en tant qu'hommes d'une civilisation qui n'est pas soumise aux défaillances de l'intellect ou de sa nature astrale inférieure, et pour qu'ils puissent construire une civilisation qui est constamment en évolution et qui puisse éventuellement l'amener à un stage de réalisation cosmique suffisamment avancé pour que l'homme, un jour, soit totalement indépendant de l'atome. Alors, les artisans du futur devront comprendre que la nature humaine est une nature qui leur a été imposée depuis le début de l'évolution. C'est une nature qui leur a été imposée par un mécanisme fondamental qui a été extrêmement développé au cours de la 5e sourate. Et ce mécanisme, c'est le mécanisme de la pensée. De sorte que les artisans du futur reconnaîtront que leurs frères anciens, les hommes qui ont précédé à leur temps, à leur période, étaient forcés de penser d'une certaine façon afin de pouvoir concentrer leur énergie dans la matière, afin de pouvoir éventuellement exploiter la matière dense et en trouver et en définir des lois mécaniques. Et cette expérience ancienne, qui dure jusqu'à aujourd'hui, devait amener ces hommes un jour au plafond scientifique, c'est-à-dire à ce stage où l'homme ne pouvait plus comprendre parfaitement les lois de la matière, parce que l'homme avait commencé à travailler avec des forces dont il ne connaissait pas l'infrastructure et les lois infrastructurelles qui appartiennent au monde que connaîtront les artisans de l'avenir, qu'on peut appeler le monde éthérique. Les artisans de l'avenir ne travailleront pas seulement sur le plan matériel, ils seront sur le plan matériel parce que l'évolution de l'humanité n'est pas terminée et l'homme doit encore parfaire la relation entre son mental, son émotionnel, son vital et son physique. Mais les artisans du futur auront un autre principe actif en eux, et ce principe leur permettra d'être à la fois capables de regarder dans le monde invisible comme ils sont capables de regarder dans le monde de la matière. Et ceci permettra à l'homme de vivre deux vies à la fois.
une vie matérielle, mais qui sera surplombée, qui sera vue, comprise et synthétisée dans une intelligence qui ne sera pas formalisée par le rapport existentiel des valeurs objectives de sa pensée cartésienne et des valeurs subjectives de son émotionnalité, de son astralité, qui conditionnent sa personnalité et qui lui empêchent de pouvoir recevoir à la hauteur de son évolution l'énergie qui est cosmique en lui, mais qui ne peut pas percer parce qu'il y a en lui un ego qui est entouré d'une couche d'énergie qui empêche cette énergie de pénétrer. Et l'humanité en général, quand je dis l'humanité en général, je dis tous les hommes, mais lorsque je parle des artisans du futur, je parle de ces quelques hommes, quelques centaines de milliers d'hommes, qui deviendront plus nombreux avec les années, avec les siècles. Mais au début, ces quelques individus répartis dans différentes nations, qui auront la capacité, à cause de leur évolution, de subir le choc de transmutation, de subir le choc terrible qui se produit lorsqu'un homme a été ou s'est identifié pendant des siècles, ou s'est identifié pendant une vie personnelle, à une condition de vie qui le rapproche de la matière et qui l'empêche de connaître l'invisible, comme si l'invisible c'était quelque chose d'absolument extraordinaire ou quelque chose que l'on reconnaît seulement lorsque l'on a franchi les portes de la mort. Ce ne sera pas ainsi. Parce que les artisans de l'avenir, du futur, seront des hommes qui connaîtront les lois de la mort. Ils les connaîtront parce qu'ils auront, s'ils le désirent, la facilité ou la faculté de visiter les mondes de la mort. Mais ils ne seront pas intéressés au monde de la mort parce que dans le monde de la mort, il n'y a que de la mémoire existentielle et expérimentale. Tandis que ces hommes ne vivront qu'en relation avec le plan matériel, mais exécuteront créativement leurs énergies dans le monde éthérique pour éventuellement condenser cette énergie, ces formes, et les rapporter dans la matière, pour que ces formes servent à spiritualiser le monde matériel de la planète Terre. De sorte que ces hommes vivront une vie beaucoup plus longue et vivront une vie qu'ils pourront comprendre parfaitement et qui sera totalement détachée du monde de la mort astrale, la mort qu'aura connue l'humanité ancienne, la mort que connaissent les animaux, autrement dit, la mort qui est vécue expérimentalement sur un plan de conscience inférieur tel que chez l'homme, ou sur un plan de conscience encore plus inférieur tel que chez l'animal, ou chez la plante, ou chez le minéral. Autrement dit, la mort n'existera plus telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'elle ne sera plus nécessaire. Et elle ne sera plus nécessaire parce que, lorsque l'homme entrera dans le monde de l'éther, qui est un monde qui est sous-jacent et un corollaire du monde mental, il aura l'intelligence, c'est-à-dire qu'il sera dans un courant d'énergie qui lui permettra de soutirer instantanément dans sa vie l'information dont il a de besoin pour connaître les lois du cosmos, de sorte que l'homme n'aura plus besoin de mémoire expérimentale, il n'aura plus besoin de mémoire existentielle, autrement dit, il n'aura plus besoin de son âme ancienne. Il n'aura plus besoin de l'âme qui a servi au cours de l'évolution à l'amener petit à petit au cours des millénaires à un développement éventuel qui se concrétise dans la vie d'aujourd'hui comme le perfectionnement très avancé d'un ego raisonnable mais totalement irraisonné. Et à ce moment-là, n'ayant plus besoin de l'âme, de la mémoire de l'âme, la transmutation permettrait à l'homme de se servir de l'énergie de l'âme. Et c'est de l'énergie de l'âme qu'il construira un autre véhicule qu'on appelle le corporentiel, et c'est avec ce véhicule qu'il parcourra les espaces éthériques et qu'il construira dans ces mondes les formes dont il a de besoin
pour ses frères qui sont sur le plan matériel et qui sont encore dans le besoin d'un certain support évolutif. Et ses frères, ce seront les différentes nations qui n'auront pas totalement compris la relation entre le cosmique et le planétaire, mais des nations qui auront été tout de même extrêmement secouées sur le plan politique et économique par les événements de fin de cycle qui retarderont instantanément toute la civilisation mondiale et qui plongeront l'humanité entière dans un effroi psychologique tellement grand que beaucoup d'hommes sur la Terre voudront plutôt mourir que continuer une existence dont ils ne connaîtront pas l'avenir possible et prochain. Alors, ces artisans du futur ne seront pas appelés artisans. Ces hommes seront des scientifiques, mais ils seront des scientifiques dans la nature parfaite du terme, c'est-à-dire que ce seront des hommes qui comprendront instantanément la nature de leur travail, quelle que soit la nature de leur activité, parce qu'ils n'auront plus à penser pour agir, puisqu'ils seront dans une conscience élevée de la conscience planétaire qu'on peut appeler, ou qu'on n'appellera même pas dans ce temps-là, la conscience cosmique. Mais la conscience cosmique, ce n'est pas la conscience universelle. Il y a une différence importante et très imposante entre les deux. Ces scientistes de l'avenir auront la conscience cosmique et il y aura d'autres hommes qui auront une conscience universelle. Et les hommes qui auront la conscience cosmique feront partie de la 6e race de l'humanité qui se développera au cours des siècles, qui fera ses erreurs et qui éventuellement arrivera à son terme et donnera naissance à une nouvelle race qui sera la 7e et la dernière de la Terre. Et ceux qui viendront de cette nouvelle race seront les hommes-esprits. Mais si on demeure dans le cadre de la 6e, il y aura des hommes qui auront une conscience cosmique, c'est-à-dire il y aura des hommes qui seront capables de communiquer facilement avec l'intelligence et qui pourront connaître les lois de l'intelligence et qui ne seront pas dupes de l'intelligence à cause de leurs émotions. Mais il y aura aussi d'autres hommes, dans un nombre beaucoup plus restreint, qui auront une conscience universelle, c'est-à-dire que des hommes qui seront venus sur la Terre expressément pour engendrer sur la Terre des courants de force et de pulsion ou d'impulsion pour préparer la venue sur la Terre de la 6e race de l'homme. Et ces hommes feront partie du gouvernement invisible de la Terre et ils n'auront aucune relation avec l'homme de la 6e race, mais ils seront présents sur la planète Terre comme ils l'auront toujours été, mais ils le seront d'une façon beaucoup plus ouverte qu'ils l'auront été par le passé. Alors, les artisans, comme vous les appelez, seront en fait des scientifiques et leur préscience, parce qu'à ce moment-là, la science sera une préscience, leur préscience sera très puissante, très grande et très effective parce qu'ils n'auront plus l'ego planétaire. Et n'ayant plus l'ego planétaire, ils ne seront plus dans la liberté psychologique de l'homme ancien, mais ils auront une liberté nouvelle qui proviendra de leur relation étroite avec cette conscience cosmique qui dictera à eux la nature même des choses parce que ne pouvant plus penser par eux-mêmes, ils recevront constamment de l'information, les programmant à l'exécution de l'intelligence qui sera en accord et en parfaite harmonie avec le plan mondial, galactique et planétaire de ceux qui font partie de ce qu'on peut appeler les éternels. Il y aura l'homme, d'ailleurs sur le plan matériel, sur d'autres galaxies, l'homme a 3 phases d'évolution. L'homme doit d'abord être mortel, ensuite il devient immortel, et ensuite il devient éternel. Et les hommes qui feront partie de ce gouvernement invisible feront partie de cette couche de l'humanité que l'on appelle les immortels. Ceux qui entreront, qui feront partie de cette nouvelle race de ces scientistes, au début, commenceront à vivre des vies beaucoup plus longues qu'auparavant, parce que la science sera une science éthérique, c'est-à-dire que ce sera une science qui pourra comprendre parfaitement toutes les modalités énergétiques de l'homme. C'est-à-dire que le corps émotionnel, le corps mental, le corps vital, le corps physique sera totalement intégré à un autre principe d'énergie que ces hommes au début ne connaîtront pas, mais qu'ils connaîtront au cours de la 7e race. De sorte que c'est simplement au cours de la 7e race qu'on dira que l'humanité sur la Terre est une race d'immortels.
Au début, il y aura la période de transition où les années de vie seront de plus en plus grandes. L'homme vivra facilement 150, 200 années et éventuellement, il devra disparaître du plan matériel, mais non pas pour recouvrir le droit à l'immortalité, mais pour recouvrir le droit à demeurer dans l'éthérique. Les immortels seront ceux qui auront le pouvoir de demeurer dans l'éthérique et dans la matière à volonté. Ceux qui seront dans la phase antérieure à ce développement futur de l'humanité vivront une vie plus longue et auront la capacité d'aller dans l'éthérique, mais ils n'auront pas la capacité de maintenir une double vie, c'est-à-dire la vie matérielle et la vie éthérique soutenue par la force mentale de l'éther. Et il y aura les autres qui sont en petit nombre, qui font partie de la grande hiérarchie cosmique, ceux que certains appellent certains êtres de lumière, qui font partie des éternels. Et ce sont ces êtres-là qui ont la responsabilité, qui ont la disposition, qui ont le savoir, qui ont la puissance, qui ont non pas la sagesse, parce que la sagesse n'existe pas dans ces sphères, mais qui ont le discernement parfait de la limite totale de leur conscience supérieure. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de comprendre totalement leurs limites, et connaissant parfaitement leurs limites, ils connaissent complètement les conditions des limites de l'évolution à laquelle ils travaillent, et connaissant parfaitement la limite de l'évolution à laquelle ils travaillent, ils sont capables de totalement comprendre la nature même de leur intelligence, et comprenant parfaitement la nature même de leur intelligence, ils n'ont pas besoin d'avoir accès dans le cosmos de leur univers à aucun être au-dessus d'eux. De sorte que ces éternels n'ont pas à remplir la fonction de l'homme, qui est une fonction divinatoire, une fonction qui le force à rechercher, à cause de la nature de son ego, un support absolu que vous appelez Dieu. Ces êtres font partie d'un certain nombre d'êtres et la catégorie ou la mentation de ces êtres est supérieurement intelligente et elle est totalement parfaite et elle fait partie, dans un sens que je pourrai plus tard expliquer, de ce que les hommes sur la Terre, encore dans un langage primitif et émotif, appellent la conscience christique. L'utilisation du terme artisan me faisait penser justement à des êtres humains qui font quelque chose. Ces êtres qui vont subsister aux éléments, aux événements, comme vous dites, de la fin du cycle, que j'essayais de demander tantôt si c'était des êtres comme tout le monde, pas des gens choisis pour des raisons économiques ou pour des raisons mentales ou autres, devront faire quelque chose. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire et comment savoir quoi faire, parce que je repense à Noé. Noé qui a su quoi faire au moment où il s'est passé des choses sur la terre, où finalement ça a été que quelques-uns qui ont été épargnés, a su quoi faire. Il y a quelqu'un qui lui a dit quoi faire aussi. Alors, vous venez de répondre à votre question. Alors, qui lui a dit quoi faire? Noé était en contact avec l'invisible, et c'est de l'invisible qu'il a reçu l'information. L'homme de la 6e race sera en contact avec l'invisible, et c'est de l'invisible qu'il recevra l'information. Et comment savoir si cet invisible qui communique, c'est le bon, puisqu'il est invisible? Le problème de l'homme, c'est le problème du bien et du mal. Les hommes sont poignés dans le bien et le mal parce que les hommes ont de l'émotion. Lorsque les hommes seront intelligents, ils n'auront plus d'émotion, et lorsqu'ils n'ont plus d'émotion, ils n'auront plus besoin du bien et du mal, ils ne souffriront pas du bien et du mal, ils n'auront plus la crainte du bien et du mal. Et lorsqu'on n'a plus la crainte du bien et du mal, c'est parce qu'on est dans l'intelligence du bien et du mal, et quand on est dans l'intelligence du bien et du mal, on est dans l'intelligence du bien et du mal. Mais dans chacun des cas, de ceux qui ont été épargnés de certains événements dans le temps passé, on a souvent dit ce sont des justes. Qu'est-ce qu'un juste? Les justes, le terme juste, les justes sont quoi? Ce sont des égaux qui sont évolués, ce sont des égaux qui respectent la règle du jeu. Et la règle du jeu, c'est une règle de jeu cosmique. Et il y a des hommes sur la Terre qui sont justes parce qu'ils vivent leur vie selon les lois cosmiques, c'est-à-dire qu'ils vivent leur vie selon les lois qui déterminent la relation entre l'homme et l'invisible. Un homme qui vit sa vie selon les lois qui déterminent la relation entre l'homme et l'invisible, automatiquement il est injuste parce qu'il ne peut pas être injuste. C'est l'inconscience de l'homme qui fait qu'il est injuste. Il est injuste parce qu'il est ignorant. Et l'ignorant provient du quoi? De fait. De quel fait? Elle provient du fait que l'homme pense qu'il pense. Lorsque l'homme aura mis de côté cette stupidité de penser qu'il pense, il se rentrera dans l'intelligence, il cessera d'être injuste, et il sera injuste. Mais cet homme qui autrefois a construit son arche de Noé
cet homme d'aujourd'hui, qui est un homme comme tout le monde, comment saura-t-il quoi faire? Il le saura parce qu'il sera en relation vibratoire avec l'intelligence. Parce qu'il sera juste. C'est parce qu'il sera juste qu'il sera en relation vibratoire avec l'intelligence. Autrement dit, c'est parce qu'il aura un certain niveau de conscience. Alors, comment développer ce niveau de conscience? Les hommes s'imaginent que la conscience est un peu comme quelque chose qu'on va chercher à la foire. On peut aller à la foire chercher la spiritualité, on peut aller à la foire chercher des philosophies. Mais la conscience, c'est une relation vibratoire entre l'énergie cosmique et l'homme, et on ne peut pas aller à la foire chercher cette énergie. L'homme qui est prêt sur la planète, qu'il soit de n'importe quelle nation, si son temps est venu pour qu'il se fasse en lui cette relation vibratoire, elle se fera. Peut-être qu'auparavant, il sera obligé d'aller à la foire parce qu'il ne sera pas dans la conscience, il ne sera pas dans l'intelligence de son avenir, ça fera partie de son expérience, ça fera partie de sa sensibilité. D'ailleurs, la spiritualité de l'homme fait partie de sa sensibilité. Un homme qui cherche spirituellement dans le monde, dans toutes les philosophies quelconques, ça fait partie, ça dénote sa spiritualité, sa sensibilité. Mais lorsque l'homme entre dans l'intelligence, il n'a plus besoin de ceci. L'intelligence, ça fait partie de l'évolution, ça fait pas partie de... c'est-à-dire que la spiritualité fait partie de l'évolution, ça ne fait pas partie de l'évolution. Dans l'évolution, c'est l'intelligence qui prédomine. Ce n'est pas l'intellect. Tantôt, vous nous avez parlé d'une transformation de l'énergie qui passe dans les neurones de l'homme. Est-ce que la conscience est proportionnelle à la qualité des neurones des individus? Si la conscience, elle est proportionnelle à la qualité des neurones des individus, la conscience... Un homme qui doit vivre le contact avec l'invisible ou qui doit vivre le contact avec ses forces doit avoir un corps physique, un corps matériel, un cerveau en bonne santé. Sans ça, la connexion ne se fait pas. Si votre radio, si votre transistor dans votre radio il est brisé, vous ne recevrez pas les ondes de CKVL. Ce n'est pas que CKVL n'est pas là, c'est vous qui avez quelque chose dans le cerveau, dans la radio, qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il y a des techniques de méditation, des nourritures végétariennes plus que macrobiotiques? Ça fait partie de la couleur de la radio. Mais les neurones, c'est quelque chose de physique, biologique, physique. C'est des cellules qui ont besoin d'oxygène, qui ont besoin de certains minéraux, qui ont besoin de certaines protéines. Alors, est-ce qu'il faut être végétarien, macrobiotique, etc.? Ça donne des vitamines, ça donne des protéines, ça donne de l'oxygène, etc. Tout le monde s'occupe de la couleur du radio. Tout le monde. Vous avez des neurones. Si vous avez des neurones, vous avez des neurones. Votre cerveau, si votre cerveau il est parfait, et si votre ego est évolué, il y aura connexion automatique. Il ne s'agit pas pour l'homme de s'inquiéter si la connexion va se faire ou si elle ne va pas se faire. Il y a des gens qui ont des meilleures radios que d'autres. Ça fait partie de l'évolution de l'ego. Mais de là à s'inquiéter si on devrait faire ci ou on devait faire ça, ça fait partie de la personnalité de l'homme, ça fait partie de la culture, ça fait partie des tendances spirituelles de l'homme, ça fait partie du tempérament de l'individu, ça n'a rien à faire avec les forces cosmiques. Si les forces cosmiques veulent se manifester dans l'homme, qu'il ait un radio bleu ou un rose ou un jaune, elles vont automatiquement faire la connexion. Et à ce moment-là, le radio ne sera plus bleu, il ne sera plus jaune, il ne sera plus rose, il sera blanc. Mais vous nous avez dit tantôt que le neurone, c'est un peu comme le transistor. Et si les transistors sont défectueux, évidemment, on ne peut pas recevoir CKVL, même si CKVL est là. Oui, c'est juste. Alors, donc, les neurones sont très importants et il faut que la personne soit en forme. Oui, mais quand l'homme vient au monde, il est en bonne santé. Tous les hommes sont également en bonne santé? Non. Alors pourquoi il y en a qui naissent infirmes et d'autres qui sont en bonne santé? Parce que ça fait partie de leur mémoire. Il y a des hommes qui doivent vivre certaines expériences parce qu'ils n'ont pas fini leur évolution. Il y a dans l'homme deux parties. Il y a une partie semi-consciente qu'on appelle l'ego. Il y a une partie totalement consciente qu'on appelle l'esprit. Et la fonction de l'ego sur la Terre, c'est de libérer l'esprit. Et lorsque l'esprit est libéré, ça veut dire que l'ego devient totalement conscient. Mais ça dépend de l'évolution de l'ego.
Tous les hommes ont des esprits qui sont très conscients, parce que l'esprit, c'est de l'intelligence. Mais tous les esprits n'ont pas des égos qui leur permettent d'être libérés. Alors, il faut que l'ego soit évolué, et lorsque l'ego vient dans la matière, lorsqu'il s'incarne, il vient avec des corps qui sont proportionnels à son évolution. Un ego qui est très évolué va venir sur le plan matériel avec des corps où les principes mental, émotionnel et vital et physiques qui sont en bonne santé, ils sont bien construits, parce que l'ego construit les corps avec de la lumière lorsqu'il est sur les autres plans. Alors, le corps mental se construit avec de la lumière, le corps émotionnel avec de la lumière, le corps vital avec de la lumière. Et le corps physique, c'est aussi un corps de lumière, mais on ne le voit pas. Alors, c'est une énergie qui est très dense. D'évoluer, plus il est artisan, si vous voulez, plus il construit un corps parfait. Et à ce moment-là, ce qui vient ensuite est simplement une condition de son plan de vie, et il n'a pas à se casser la tête. Alors donc, on a tous, chacun, un ego qui a fait notre corps. Mais on ne l'a pas choisi, cet ego-là. Ce n'est pas une question, ça, que vous me demandez. On n'a pas choisi cet ego-là. On est ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est ce que l'on sent. Et ce que l'on sent fait partie de notre mémoire. Et notre mémoire fait partie de ce qui a été vécu dans le passé. C'est-à-dire que l'ego de l'homme n'est pas pur. L'ego de l'homme est contaminé par ce que j'appelle le périsprit. L'ego de l'homme est contaminé par une couche d'énergie autour de lui, et cette couche d'énergie, un jour, elle doit sauter, elle doit disparaître. Et lorsqu'elle disparaît, cette couche d'énergie, il y a une relation vibratoire entre l'ego, c'est-à-dire la partie mentale de l'homme, la partie émotionnelle de l'homme, la partie vitale et physique de l'homme, et la connexion entre l'énergie cosmique. Et c'est ça qui amène l'homme à un autre niveau de mutation. On est ce que l'on est. Ce que l'on est en essence, évidemment. Mais est-ce que l'ego, avant d'être né, avant d'être incarné, est en relation avec des êtres qui peuvent l'orienter et lui permettre d'évoluer? Oui, l'ego, avant la naissance, il est dans le monde de la mort, mais l'ego, dans le monde de la mort, n'a pas accès à tout, parce que le monde de la mort, ce n'est pas le monde de l'intelligence. Le monde de la mort, c'est un monde spirituel. Et l'ego, lorsqu'il est dans le monde de la mort, n'a aucune compréhension des lois de l'intelligence. C'est lorsqu'il vient dans la matière et qu'il fusionne avec l'énergie qu'il commence à comprendre les lois de l'intelligence. C'est pour ça que la fusion se fait toujours avec le mortel, elle ne se fait pas avec le décédé. Le décédé doit revenir quelque part dans le temps, sur une planète quelconque, que ce soit sur la planète Terre ou que ce soit sur une autre galaxie, dans une autre galaxie ou dans cette galaxie, mais sur une autre planète. Il doit revenir dans la matière. Il faut qu'il y ait une connexion entre le cosmique, autrement dit la plus haute vibration dans le cosmos, et la plus basse vibration dans le cosmos. Et ce n'est pas dans la mort. Alors l'ego doit revenir, et selon son évolution, il y a des égos qui ne veulent pas revenir dans la matière. Ils sont beaucoup mieux là-bas, parce que là-bas, ce sont des plans spirituels, c'est beau, des belles montagnes, ils s'amusent, mais ils n'apprennent rien. Alors, les égos doivent un jour revenir dans la matière, mais quand on est dans ces plans et qu'on n'a pas suffisamment d'intelligence expérientielle et que la relation entre l'ego et son âme n'est pas parfaitement développée, à ce moment-là, l'ego, il est là, il est bien. Mais un ego qui a une relation avec l'âme très développée parce qu'il a beaucoup souffert ou parce qu'il a extraordinairement vécu dans le passé, à ce moment-là, il veut revenir dans la matière parce qu'il veut parfaire sa relation avec l'âme, c'est-à-dire qu'il veut parfaire sa relation avec sa mémoire. C'est-à-dire qu'il veut en arriver un jour à posséder totalement cette mémoire de l'âme. Et lorsqu'il en arrive à posséder parfaitement cette mémoire de l'âme, il est capable de se construire des corps extrêmement subtils. Et lorsqu'il vient dans la matière, à ce moment-là, il est prêt à la connexion cosmique. Et à ce moment-là, la mémoire de l'âme n'est plus nécessaire pour lui. Il la détruit parce que le contact entre l'homme et le cosmique détruit la mémoire. Et automatiquement, il demeure avec les mémoires de l'âme. Et cette énergie-là, pas la mémoire de l'âme, mais l'énergie de la mémoire de l'âme. Et à partir de ce moment-là, il est capable de se servir de l'énergie de l'âme. Et lorsque l'homme se sert de l'énergie de l'âme, il immortalise son corps matériel. L'ego est-il soumis à un karma planétaire? Tantôt, vous nous avez laissé entendre qu'il pourrait aller s'incarner sur une autre planète, dans une autre galaxie, ou même sur la même galaxie. Mais alors, qu'est-ce qu'on pense de ce karma de la planète Terre? On dit on est là pour passer un karma, on est en réincarnation par réincarnation, puis on doit subir le karma planétaire.
Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on revienne ici sur la Terre parce qu'on va récolter ce qu'on a semé dans une vie précédente ou dans des générations précédentes. Mais la Terre, c'est la meilleure planète parce que la Terre, d'ailleurs, la Terre, c'est la seule planète expérimentale dans la galaxie. Si un ego décide pour quelque raison que ce soit, en relation avec des conseils qu'il a reçus des supérieurs, d'aller sur une autre planète, à ce moment-là, il va aller sur une planète qui est plus évoluée. Il va apprendre certaines choses. Il y a beaucoup d'égos, par exemple, qui vont aller sur des planètes scientifiques, et à ce moment-là, ils vont revenir sur la Terre et procéder à incorporer dans la science humaine ou dans la culture humaine certains aspects de choses qu'ils ont compris et dont ils peuvent dévoiler un petit peu. Des types comme Einstein, c'est un exemple. Mais il y a des égos qui ne vont pas sur d'autres planètes, ils restent autour de la planète Terre et après un certain moment, ils reviennent ici. Ça dépend de ce que l'ego va aller chercher parce que chaque planète dans le cosmos est une école. La planète Terre est une école, les autres planètes sont des écoles. Et chaque planète permet à l'ego d'aller chercher certaines informations, de passer certaines initiations, de comprendre certaines choses et de voir certaines choses, de voir des êtres différents. Et s'il décide éventuellement de revenir sur la planète Terre, à ce moment-là, il peut bénéficier de ces expériences. Quand on voit dans certains textes sacrés que le Messie viendra de la famille de David, de tes descendants, que tes descendants, Abraham, on disait, seront aussi nombreux que les étoiles dans le cosmos, que la foule disait devant Pilate que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il y a donc une continuité à travers les êtres qui sont ici à chaque instant et qui va se perpétuer. Alors tous ceux qui vont venir après sont déjà marqués par le destin. Mais tous les hommes sont marqués par le destin. Tous les hommes sont marqués par le destin. C'est parce que les hommes ne connaissent pas leur destin. Mais pourquoi ils ne connaissent pas leur destin? Parce qu'ils ne sont pas dans l'intelligence. L'homme ne comprend pas, ne semble pas pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire de l'intelligence. De l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence. De l'intelligence, c'est une énergie qui, lorsqu'elle est manifeste, devient intelligente. C'est une énergie de l'intelligence. C'est comme l'amour, c'est une énergie, la volonté, c'est une énergie, l'intelligence, c'est une énergie, et lorsqu'elle se manifeste, on dit « Ah, il y a de l'intelligence ». Ça devient de la connaissance. Mais l'intelligence, c'est une énergie. Cette énergie, tous les hommes l'ont en eux, mais elle ne peut pas pénétrer dans tous les hommes de la même façon, avec le même taux vibratoire, parce que les hommes n'ont pas les réceptacles, n'ont pas les vaisseaux, n'ont pas les corps subtils pour absorber cette énergie. Donc, on devrait connaître notre destin, donc on est prédestiné. Mais effectivement, on est prédestiné. Seulement, ce n'est pas l'ego qui connaît parfaitement son destin. Ceux qui connaissent parfaitement le destin de l'homme sont les hommes qui sont dans l'intelligence de l'esprit et non dans l'esprit de l'intelligence. Pour connaître son destin, il faut être dans l'intelligence de l'esprit. Et l'intelligence de l'esprit, c'est l'énergie de l'intelligence. Et un homme qui est dans l'énergie de l'intelligence, il connaît automatiquement l'intelligence de l'esprit, et automatiquement, il est dans le savoir de la destinée, de sa destinée. Mais si l'homme est dans l'esprit de l'intelligence, il est automatiquement forcé de penser à lui-même. Et en pensant à lui-même, il ne peut pas comprendre les aspects de lui-même qui sont au-delà de son karma. Parce que son lui-même, il est l'accumulation karmique. Il est l'accumulation de la mémoire. Il est la mémoire de l'âme. Et un homme, pour comprendre son secret, pour comprendre le secret de sa vie, le secret de son futur, le secret de son passé, il doit être en dehors de la mémoire de l'âme. Parce que la mémoire de l'âme, c'est une limite imposée par l'ego pour la création dans son expérience ou au cours de son expérience, de ce que j'appelle le périsprit. Et c'est ça qui sert de système de réflexion entre l'ego et ce périsprit, jusqu'au jour où ce périsprit puisse être totalement éliminé, et là, il y a fusion entre l'homme et l'énergie cosmique. Parlez de l'énergie cosmique. Vous disiez tantôt que l'intelligence, c'est de l'énergie, que la volonté, c'est de l'énergie, que l'amour, c'est de l'énergie. Comme on pourrait parler de l'énergie solaire, on sait de quoi est fait cette énergie solaire, de quoi est fait l'énergie cosmique, l'énergie
de l'intelligence, l'énergie de l'amour, l'énergie de la volonté. C'est quoi qui fait cette énergie? La totalité de l'énergie de l'intelligence est ce que vous appelez l'absolu des absolus. La totalité de cette énergie, c'est l'absolu des absolus. Et toute cette énergie se manifeste dans le cosmos sur différents plans. Et l'homme a une partie de cette énergie en lui, à cause de son ego qui pense. Et l'homme de demain aura une autre partie de cette énergie dans lui, à cause de sa relation entre l'ego qui pense et une quantité limitée d'atomes, non pas les atomes que nous connaissons, mais une quantité limitée d'atomes qui fonctionnent en relation parfaite les unes des autres. Il y a 9 atomes et chaque homme a ou est en relation dans le cosmos, dans l'invisible, avec 9 atomes. Et ces atomes-là sont des unités d'intelligence. Il y a 9 unités d'intelligence et elles fonctionnent totalement en harmonie. Et il y a des écoles qui appellent ces 9 atomes l'ajusteur de pensée. Mais dans le concept de l'ajusteur de pensée, on a la conception ou l'impression que l'ajusteur de pensée est un personnage. Et l'ajusteur de pensée n'est pas un personnage. L'ajusteur de pensée est une énergie prépersonnelle. Et cette énergie prépersonnelle se sert de la parole ou de la forme pour permettre qu'il entre dans l'homme de l'énergie cosmique. De sorte que l'homme, aujourd'hui, sur notre planète, est forcé de juger sa relation avec l'universel. Et en jugeant sa relation avec l'universel, il est obligé de catégoriser sa relation avec cet universel, de sorte que l'homme sur la terre pense qu'il est un homme. L'homme sur la terre n'est pas un homme, il n'y a pas d'homme sur la terre. L'illusion qu'il y a des hommes sur la terre provient du fait que l'homme est dans la conscience astrale de la forme, et la conscience astrale de la forme lui donne l'impression d'une résonance vibratoire entre lui-même et l'énergie périsprite qui le bloque de l'énergie cosmique. Et c'est ça qui permet à l'homme d'établir dans la franchise de son expérience et la catégorie de son expérience une valeur qu'on appelle la vie existentielle. Et cette vie existentielle, il la perd lorsqu'il meurt. Et lorsqu'il meurt, il s'aperçoit qu'il est encore en vie, mais il est dans une vie qui est proportionnelle à l'inaction de la vie antérieure. C'est-à-dire que lorsque l'homme meurt, il est dans la vie qu'il n'a pas vécue et qu'il aurait dû vivre. De sorte que l'homme sur la terre vit la vie qu'il doit vivre, et s'il ne vit pas la vie qu'il doit vivre, c'est-à-dire que s'il ne remplit pas le quota énergétique de sa relation avec le cosmos, il est obligé de le revivre dans la mort. Alors automatiquement, l'homme sur la terre a l'impression d'être un homme. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression d'être en vie, lorsque en fait il n'est pas en vie, il est simplement en lien ou en loi d'arbitration. L'homme est arbitré dans la vie. Et l'arbitration de l'homme dans la vie découle du principe du libre arbitre qui lui est infusé par le phénomène de la pensée, de sorte que l'homme a l'impression d'avoir le libre arbitre, et c'est justement cette impression d'avoir le libre arbitre qui fait partie de la mécanique de la scientisation de l'homme, établie dans sa conscience par des intelligences qui sont dans les mondes invisibles, jusqu'au jour où l'homme est capable, psychologiquement, émotivement, de mettre de côté la valeur de sa vie existentielle, mettre de côté la valeur de sa mémoire, mettre de côté la valeur de son ego qui réfléchit sur le périsprit et qui lui donne la sensation d'être. Et lorsqu'il est capable de subir ce choc terrible-là, automatiquement, il est en fusion avec l'énergie et automatiquement, il n'est plus un homme. Il fait partie d'une nouvelle race, d'une autre race d'hommes qu'on peut appeler, pour des raisons de catégorisation, le surhomme, c'est-à-dire l'homme qui est au-delà de ce qui conditionne l'homme antérieur d'être ou de penser qu'il est.
Peux-tu faire une parenthèse ici? Pour souligner à quel point ce que Bernard transmet là, d'une façon aussi libre, parce qu'il n'y a pas un papier devant lui en train de vous dire ces choses-là. Puis on se rend compte une fois par mois, là, on se serre la main ici pour la première fois chaque mois, on ne se parle pas de rien avant. Faire la parenthèse au moins de se rendre compte à quel point il y a une intelligence derrière tout ce que vous dites pour être capable de dire tout ce que vous dites sans aucune préparation au préalable où on n'a pas décidé qu'est-ce qu'on va se dire ici ce soir. En tout cas, on pourra réécouter ça sur la cassette, hein, pour mieux le comprendre. L'homme a besoin de se préparer parce qu'il pense, mais lorsque l'homme ne pense pas, il n'a pas besoin de se préparer, il canalise. C'est ça que l'homme doit devenir. L'homme doit devenir un canal. Mais il ne peut pas devenir un canal tant que ce périsprit, cette enveloppe autour de l'ego qui crée la réflexion du moi, du petit moi, n'est pas détruite. Et tous les hommes n'ont pas encore, ne sont pas à ce stage d'évolution pour vivre ce choc. Mais il y en a beaucoup sur la Terre qui sont prêts à ce choc. Et lorsqu'ils vivront ce choc, ils comprendront exactement et avec très grande facilité ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est très simple. Ça me fait penser que le concours des cubes Rubik, il est gagné à travers le monde entier, non pas par des adultes, mais par des jeunes de 12 à 18 ans, 20 ans, 24 ans maximum. Alors, est-ce qu'il y aurait déjà chez nos jeunes des artisans du futur? Oui. D'ailleurs, la nouvelle race, elle sera faite de jeunes. Ce sont les jeunes, les vieux probablement mourront, mais ce sont les jeunes qui verront, ce sont les jeunes qui entreront en contact expérientiel avec cette fameuse période de 3 jours qui créera dans l'humanité une noirceur terrible. Et ce sont ces jeunes qui auront la vibration, parce qu'ils auront l'ego suffisamment évolué, pour ne pas paniquer et pour savoir et sentir qu'il y a quelque chose d'autre après le voile. Et ces jeunes seront élevés dans les systèmes qui seront mis à la disposition des hommes pour qu'ils subissent une transmutation de leur corps, ainsi de suite, pour revenir sur la planète Terre et construire une nouvelle civilisation. En reparlant des jeunes, j'ai rencontré une petite fille de 7 ans qui fait le cube Rubik en dedans de 15 minutes, mais elle dit c'est facile. Ben oui, c'est facile. Mais elle ne peut pas l'expliquer comment. C'est juste. Parce que les jeunes, l'avantage qu'ont les jeunes, c'est qu'ils ne sont pas prisonniers des formes. Ils ne sont pas prisonniers des formes mentales et émotives. Alors, l'énergie passe plus facilement et ils font plus facilement des choses qui, pour les adultes, deviennent compliquées. S'il y a 40% de drop-out dans les écoles secondaires de Montréal, 40% dans l'époque du secondaire, est-ce que c'est justement un signe de ces jeunes qui rejettent les formes? Oui, ce qui se produit dans le monde aujourd'hui, il faut comprendre que les égos sont inconscients, mais si on regarde ce qui se passe dans le monde du point de vue cosmique, du point de vue des forces dans l'invisible qui manipulent la Terre, on s'aperçoit que les énergies passent, et ces énergies passent dans les jeunes, mais les jeunes ne sont pas ajustés, alors ils font des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour les ajuster? Ils vont s'ajuster avec l'expérience, ils vont s'ajuster avec le développement d'une certaine sagesse, l'âge. Parce que quand un jeune a 14 ans, qu'il a 20 ans, qu'il a 30 ans, il réagit différemment émotivement et mentalement à son être. Et avec toute la science nouvelle qui vient, toutes les données nouvelles, la métaphysique nouvelle, tout ce que ces gens merveilleux sur la Terre donnent d'informations, des gens que vous invitez dans vos colloques, là, des gens qui ont différentes sortes d'expériences et qui ont différentes idées, même si ce sont des idées qui sont partielles à leur ego, ce sont des idées qui quand même jettent un peu de lumière. Et les jeunes prennent ça, ils se nourrissent, petit à petit, les jeunes développent une sorte d'intention philosophique, et c'est de cette intention philosophique qu'ils sortiront de cette incapacité de manipuler encore cette énergie. Et éventuellement, ils pourront la vivre, et la manipuler, la canaliser, cette énergie, et ils feront de choses merveilleuses. Est-ce qu'il serait faux de penser que nos jeunes sont différents des jeunes d'il y a 25 ans? C'est-à-dire que les jeunes qui naissent présentement font partie d'une nouvelle batch.
Ce sont des égaux. Il y a parmi ces êtres-là, beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de ces hommes, de ces égaux qui ont attendu très longtemps pour se réincarner. Il y en a qui ont vécu durant les hautes époques de l'Atlantide, qui ont vécu durant les hautes époques des civilisations glorieuses de l'humanité, et qui ont attendu, à cause de leur sagesse, un certain temps propice pour se réincarner. C'est le temps là de revenir, parce que c'est quand ça va mal que c'est le meilleur temps pour se réincarner. Et de leur point de vue, de l'autre côté du versant, du côté de la mort, ils ont beaucoup plus d'informations que nous avons ici, à moins d'avoir une relation avec l'intelligence. Et automatiquement, lorsqu'ils viennent sur la Terre dans les années 80, 60, 70, 90, ils savent qu'ils vont vivre, même s'ils perdent la mémoire de ce qu'ils savaient auparavant, ils sont déjà dans l'eau, et une fois que tu es dans l'eau, tu es obligé de nager. Et ces jeunes se retrouveront un jour face à face avec l'Apocalypse. Et ils auront déjà en eux la vibration qui leur permettra de comprendre pourquoi l'homme a été si stupide. Mais quand on dit ces choses-là, après tout, l'homme n'a pas choisi d'être si stupide. Vous savez, quand je dis que l'homme a été si stupide, ce n'est pas l'homme, parce que je ne suis pas intéressé à l'homme. L'homme n'est pas. L'homme sera. Alors, quand je dis que l'homme a été stupide, je veux dire qu'il y a dans l'homme une nature animale, une nature orgueilleuse. Et cette nature orgueilleuse et animale fait partie de l'homme inconscient, autrement dit de l'infrastructure humaine. Et les égaux, au cours des siècles, ont vécu des périodes ou des expériences extrêmement ténébreuses, extrêmement retardataires. Et tout ça fait partie de l'expérience de l'homme. Il n'y a pas d'homme sur la Terre aujourd'hui. Pas plus qu'il n'y a de science sur la Terre aujourd'hui. L'homme vient après la cinquième race. Avant la cinquième race, ce n'est pas l'homme, parce que l'homme n'est pas complet. L'homme commencera à se compléter, on pourra dire qu'il y a sur la terre un homme lorsqu'on pourra dire que l'homme voit dans l'invisible. Parce que lorsque l'homme verra dans l'invisible, à ce moment-là, il sera complété, il aura complété son cycle d'évolution et il ne sera plus soumis à la loi de la mémoire, ce que les orientaux appellent la loi karmique. Tant qu'un homme est soumis à la loi de la mémoire, on ne peut pas dire qu'il est un homme, puisqu'il n'a aucune liberté. Être un homme implique, suggère qu'il y ait de la liberté, mais l'homme n'a pas de liberté. On lui donne le bonbon du libre arbitre. Mais vous, quand vous allez sur la route et que quelqu'un vous frappe de front et qu'il vous renvoie au 7e ciel, c'est pas du libre arbitre, c'est de la connerie. Vous passez sous une maison et une brique vous tombe sur la tête, c'est pas du libre arbitre. Si vous étiez libre, vous ne passeriez pas là. Alors, l'homme n'existe pas sur la terre. Autrefois, les hommes qui étaient les justes, qui étaient capables d'être Je veux faire une petite parenthèse. Elle est peut-être difficile à comprendre, cette parenthèse, mais il faut que je la fasse quand même. Tant que l'homme pense qu'il pense, il ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est être un homme. Parce que tant que l'homme pense qu'il pense qu'il est un homme. Vous comprenez? C'est sûr. Et c'est seulement lorsque l'homme cesse de penser qu'il pense, qu'il réalise qu'il communique avec l'intelligence, qu'il commence à comprendre qu'est-ce que c'est être un homme, parce qu'on lui explique qu'est-ce que c'est être un homme. Et là, on s'aperçoit que l'homme de la 5e race, de la 4e, de la 3e, ce n'est pas un homme. C'est le début, c'est une ébauche. Et c'est devenu une débauche. En passant, est-ce qu'il existe encore des hommes de la 4e race ici sur la Terre? Oui. Il y en a beaucoup. Comment on peut les reconnaître? On continue. Alors, j'en reviens à l'idée de tantôt. À l'époque de Noé, Noé a su comment être épargné de certaines choses, mais jamais ces justes qui ont été épargnés n'ont eu d'armes pour se défendre contre les autres. Ils ont été épargnés et protégés.
On les a mis dans les fours chauds. Daniel dans la fosse aux lions, et puis il était protégé de l'extérieur contre tout ce qui pouvait être ennemi à leur égard. Mais alors, est-ce que ces jeunes ou ces artisans du futur ou ces êtres de la 6e race auront ce qu'il faut pour se défendre de tout ce qui va rester, parce que tous les autres qui n'auront pas le contact avec en haut, ils vont réagir à ça. Actuellement, on réagit, on les oblige à rentrer dans les écoles, même si eux veulent rejeter l'école, etc. Au cours de la 6e race, la science sera d'abord très avancée. Et il y aura des hommes qui ne vivront pas en relation avec le reste de l'humanité. Il y aura des hommes qui vivront dans un espace particulier qui sera permis à cause de cette science extraordinaire que connaîtra l'homme. Vous pouvez un peu avoir le parallèle, je n'aime pas parler de ceci, mais je le fais simplement pour expliquer ce que je veux dire. Si vous avez des extraterrestres ou des êtres qui viennent d'une autre galaxie, qui veulent venir sur la Terre et travailler sans être troublés, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent dans le triangle des Bermudes, ils vont quelque part dans les Amazones, ils vont quelque part dans le Pérou, ils vont quelque part dans les Himalayas, où ils vont quelque part où il y a très peu d'hommes, et ils descendent dans la matière et ils ouvrent dans la matière des corridors d'énergie, et ils se moulent dans ces corridors d'énergie sur un autre plan vibratoire, un espace dans lequel ils peuvent travailler pour établir le laboratoire, et ainsi de suite, qu'ils peuvent faire disparaître à volonté. Et l'homme aura cette facilité de travailler avec des forces qui déterminent la nature de la matière. Aujourd'hui, l'homme est obligé de se plier à la matière. Il ne peut pas déterminer la conscience de la matière parce que l'homme n'a pas le pouvoir sur l'atome. Il a simplement fracassé l'atome. Et fracasser l'atome, ça ne mène l'homme nulle part, parce que fracasser l'atome rejette dans l'atmosphère de la radioactivité et éventuellement l'homme ne sait pas quoi faire avec. Mais l'homme demain aura connu le secret de l'atome, et lorsqu'il aura connu le secret de l'atome, il pourra faire, avec sa volonté, son intelligence, il pourra faire vibrer l'atome. Et en le faisant vibrer cet atome, il pourra créer des conditions spatiales et matérielles sur la planète où il sera en paix, de sorte qu'il n'aura pas à se battre contre les fauves qui demeureront après l'Apocalypse. Dieu le Père se manifeste par le son. La voix de Dieu se fit entendre. Dieu le Saint-Esprit se manifeste par la lumière, la langue de feu qui rend aveugle Saint Paul sur le chemin de Damas. Et la chaleur, c'est la manifestation de l'amour. Ces trois natures de Dieu qu'on sait être l'intelligence, la volonté du Père, l'intelligence d'esprit, l'amour du Fils, comment les associer à la manifestation du grand tout dans le cosmos, puis dans le plus intime qu'est l'atome? Y a-t-il effectivement de l'amour, de l'intelligence et de la volonté dans l'atome, de la lumière, du son de l'atome et de la chaleur de l'atome? L'atome est fait de deux choses. L'atome est fait d'amour et elle est faite d'intelligence. Lorsque l'homme sera dans la conscience cosmique, il se servira de la volonté pour la contrôler. Il n'y a pas de volonté dans l'atome. La volonté est dans l'esprit de l'homme. Et c'est lorsque l'homme sera dans l'éther qu'il pourra commander à l'atome, parce que la vibration de son esprit sera suffisante, c'est-à-dire que la vibration de son esprit correspondra à la vibration de l'intelligence et de l'amour. Et l'homme étant sur le plan matériel, il aura la capacité, le droit naturel de contrôler l'atome, parce que lorsqu'il y a intelligence, il y a automatiquement volonté, comme il y a automatiquement amour. Et la raison pour laquelle l'atome contient simplement de l'intelligence, de l'énergie d'intelligence et de l'énergie d'amour, c'est parce que si l'atome avait aussi été fait de volonté, il n'y aurait pas eu d'homme dans le cosmos. L'univers se sera fait par lui-même.
Et pour qu'il y ait de la création, pour qu'il fût une création, il fut obligé que l'atome soit donné simplement l'amour et l'intelligence en tant qu'énergie, et que la volonté soit donnée à ceux qui seraient plus tard, au cours de l'évolution des âges, composés de l'intelligence et de l'amour, et ce sont les hommes. Et lorsque l'homme sera dans les terres, il aura accès à sa volonté, qui fait partie de l'intelligence et qui fait partie aussi de l'amour, et il pourra contrôler l'atome. Mais la composition triunitaire de l'atome, amour, volonté et intelligence, c'est simplement une composition. Il y a des atomes, il y a des parties de l'univers qui sont aujourd'hui inhabitées, inhabitables, où l'atome n'est pas fait de 3 principes, mais où il est fait de 4 principes, de 4 alephes, de 5 alephes, de 6 alephes et de 7 alephes. Mais lorsque l'homme sera rendu à ce point-là, il travaillera avec ces autres alephes. Mais ce que l'homme doit comprendre sur la Terre aujourd'hui, c'est qu'au cours de l'involution jusqu'à la fin de l'Apocalypse, ceux qui entreront en contact avec l'invisible devront d'abord développer l'intelligence et la volonté pour transmuter l'émotivité du sentiment afin un jour de connaître et de comprendre parfaitement l'amour qu'ils utiliseront dans l'éthérique. Et c'est là la grande, je ne peux pas dire l'erreur de l'humanité, mais le grand danger auquel fait face l'homme moderne. Et ce grand danger,